Synapse, c'est un réseau d'experts scientifiques et techniques qui s'articule principalement autour de deux axes: booster l'innovation et le développement via des actions collectives, mais aussi pérenniser et développer l'expertise au sein du groupe SNCF pour assurer son avenir. Et aujourd'hui, on est effectivement 510 experts Synapse au sein du groupe. Donc au niveau de la présentation d'aujourd'hui, donc dans le cadre de l'élaboration de la norme 31199, on a voulu collecter un maximum de données pour voir si les outils et les indicateurs mis à disposition dans cette norme répondaient bien en termes de valeur cible. Donc pour ce faire, la SNCF a mis à disposition 6 espaces de travail. Donc on a mis 3 espaces plutôt de type 2, donc des espaces collaboratifs avec des centres essentiellement de régulation. Donc on avait la commande centralisée de la région lyonnaise qui gère tout le trafic de la région de Lyon et également le poste de circulation de l'Île-de-France. Dans le même genre d'espace, on a également fait des mesures côté PCNS, c'est le Centre national de la sécurité ferroviaire qui gère tout ce qui est sécurité du trafic et la sûreté en région parisienne. Et en parallèle, on a également fait des mesures dans 3 espaces plutôt de type 4, où là, ce sont plutôt des activités de travail d'accueil ouverts au public avec les guichets de vente. Pour ça, on a choisi 3 espaces de vente de génération différentes. Les espaces de première génération, qui sont plutôt des espaces individuels, comme on peut avoir à Paris-Montparnasse, où là, on accueille les clients individuellement. Ensuite, les espaces collectifs, comme on peut avoir, de première génération collective, comme on peut avoir en gare de Lyon-Part-Dieu, où là, on va accueillir les voyageurs en ligne. Ce sont tous les guichets de vente qui sont en ligne, en fait. Et enfin, le dernier concept qu'on appelle concept ouvert, où là, on appelle ça plutôt boutique de vente, où la première ville qui a bénéficié de ce type d'aménagement est la gare de Montpellier-Saint-Roch. Donc du coup, il manque une slide, je suis désolé là, c'est pas la bonne slide. La 3 n'est pas la bonne. Bon, c'est pas grave, on va... Donc au niveau de l'espace de Montpellier, en fait, on voit que c'est un espace qui est rectangulaire, de manière très allongée, sur lequel en fait on a déjà 2 entrées pour le public, enfin une entrée et une sortie, ce qui va générer pas mal de bruit. Et on a des bornes, en fait, on a un espace animateur voyageur qu'on appelle l'AEV. Donc c'est la personne, quand vous arrivez, que vous prenez votre petit ticket dans l'espace de vente, qui va vous orienter soit vers la préparation des billets pour les départs du jour, soit vers la préparation du voyage pour les départs différés, où là on va plutôt faire de l'individualisation de vente de billets. En plus, on a également 2 zones d'attente qui sont matérialisées en gris là, sur la diapo. Donc une zone centrale et une zone annexe qui est un petit peu plus petite. Et sur le côté gauche de l'espace de vente, on va avoir tout ce qu'on appelle les bornes libre-service avec les automates de paiement, mais également des bornes Internet avec des PC pour que les gens puissent acheter leurs billets eux-mêmes s'ils ne peuvent pas le faire depuis chez eux ou s'ils ont besoin de se faire aider par un agent SNCF. Si on s'intéresse maintenant à la partie plutôt caractérisation acoustique, enfin les équipements acoustiques de l'espace de vente, en fait, on a dans l'espace de Montpellier, on a des parois qui sont pleines sur le mur de gauche et le mur du fond, donc qui sont des parois béton, donc plutôt réverbérantes. De même que sur la face avant, on a des parois vitrées sur la droite, également un vitrage tout le long qui donne dans la gare de Montpellier, donc encore une fois des parois assez réverbérantes. Et on a beaucoup de mobilier en bois aussi, qui n'a aucune propriété acoustique, donc qui sont également assez réverbérants. En termes d'absorption, qu'est-ce qu'on a? On a le plafond en lame de bois avec une laine minérale qui est plutôt avec un fort coefficient d'absorption et un vide d'air derrière. Donc ça, c'est vraiment le point positif de cet espace de vente. Et derrière, on a également un petit peu en complément d'absorption, on a un peu de moquette au sol au niveau des espaces d'attente matérialisés en gris sur les zones d'attente pour les départs du jour, mais pour les départs différés également. Et on a également un petit peu d'absorbant au niveau du mobilier, notamment sur tout ce qui est banquette, avec les tissus qui sont présents. Là, on ne voit pas bien sur le plan, mais il n'y a aucune séparation entre les postes, puisque le but, c'était de faire un espace complètement ouvert. On va le voir, c'est mieux illustré sur les photos qui vont suivre. Donc là, justement, on voit 4 photos qui représentent l'espace de vente de Montpellier. Donc en haut à gauche, on a en fait un îlot central pour les départs du jour, où là, on a 4 vendeurs sur chaque côté, où on a mis un fort point sur l'ergonomie des postes, c'est-à-dire que les gens ont la possibilité, en fait, avec un bouton, de surélever ou d'abaisser leur poste de travail pour travailler dans les 2 positions, assis ou debout, selon leurs préférences. Au niveau absorption acoustique, on voit un petit peu avec les banquettes sur la photo du bas à gauche et la photo en haut à droite, où on a également la présence de moquettes sur la zone d'attente. Et ensuite, on a une photo en bas à droite qui nous montre les postes individuels,
où là on a une petite séparation entre les postes dos à dos. Par contre, il y a 2 postes par îlot, et là il n'y a pas de séparation acoustique entre ces 2 postes-là. Au niveau des mesures qu'on a réalisées, donc, on a cherché à caractériser 3 critères principalement: le bruit ambiant, LAEQ, la caractéristique de la salle via le temps de réverbération, donc pour rappel c'est le temps que le son met à décroître de 60 dB, et un critère d'intelligibilité avec l'EDN qui est l'atténuation poste à poste, dont le requis de la norme est de 6 dB. Ce qu'on peut voir, c'est que le niveau de bruit ambiant LAEQ est assez important. Déjà à vide, il est important à cause des installations fixes, ventilation, clim ou autre. Et en activité, on a un niveau de l'ordre de 61 dBA, alors que le requis de la norme est plutôt de 55. En termes de TR, par contre, on était plutôt bon dans l'espace de vente de Montpellier. On avait un TR de 0,5 secondes, alors que le requis est de 0,8. Donc là, on était globalement en dessous, donc c'était plutôt pas mal. Et au niveau du DN, poste à poste, là, on a une valeur qui est inférieure au requis de la norme, puisqu'on a eu 4 dB d'atténuation poste à poste. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que l'intelligibilité était vraiment trop bonne dans l'espace de vente, mais du coup, ça constituait une gêne en fait, entre le client et le vendeur poste à poste. Alors ça, c'était sur l'îlot central. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo qu'on a vue précédemment, c'est l'îlot qui est réglable en hauteur, où on avait pas mal justement de problèmes d'intelligibilité, où on était dérangé par la conversation d'à côté. Par contre, on n'a aucun problème d'intelligibilité entre les départs du jour et les départs différés, parce que les postes sont assez lointains, le TR est plutôt bon, et on a un plafond qui est relativement absorbant. En parallèle de ces mesures, on a déployé le questionnaire Gabo. Donc, l'effectif de l'espace de vente était de 26 personnes. Il y a 22 personnes qui ont répondu, donc ce qui est plutôt positif, hein, ça fait un taux de réponse de 85%. Donc pour rappel, la note 1, c'est pas du tout satisfait, et la note 5, c'est très satisfait. Et en fait, ce qu'on constate, c'est quand on regarde les critères individuellement, on est tout le temps en dessous de la moyenne, que ce soit pour l'ambiance sonore, les conversations privées, la gestion du bruit, l'ambiance générale. À chaque fois, on est en dessous de la moyenne de 2,5. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'en fait, la note globale sur la gêne sonore, elle est plutôt bonne. On obtient 3,9. On a identifié dans ce questionnaire aussi l'ensemble des sources qui pouvaient gêner les salariés. C'est réparti de manière équitable entre le téléphone, les conversations intelligibles et inintelligibles. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même 2 sources qui reviennent fréquemment. C'est les machines, avec notamment tout ce qui est monnayeur pour la monnaie, et tout ce qui est passage au niveau de l'afflux de la clientèle dans l'espace de vente. Ce qui ressort aussi, ce qu'on a regardé, c'est que les 2 tiers des opérateurs se disent gênés par leurs conditions de travail. Ils ne savent pas vraiment identifier la cause. Ce qui est sûr, c'est que la gêne sonore n'est pas la cause principale. Donc le niveau sonore est vraiment trop important. On a vu que seul le plafond présente une absorption importante. Le coefficient est de 1 quasiment sur l'ensemble de la gamme de fréquences, et notamment sur la partie basse fréquence. On a vu que la gêne des opérateurs, c'est fortement conditionné par l'ouverture des portes. Comme il y a 2 sas, on va dire, enfin c'est pas des sas, comme il y a 2 accès à l'espace de vente, l'entrée et la sortie, en fait la gare de Montpellier est une gare qui est toute en longueur. Donc dès lors que des gens passent dans la gare, même s'ils ne rentrent pas dans l'espace de vente, les portes sont ouvertes constamment. Donc en fait le bruit ambiant de la gare est constamment à l'intérieur de l'espace de vente. Ce qui gêne vraiment les opérateurs, c'est qu'ils ont un manque de privacité. Ils sont vraiment dérangés aussi du fait que l'intelligibilité est trop bonne entre les postes, notamment pour les départs du jour. Et il faut vraiment qu'on améliore en fait la gestion des flux voyageurs en mettant en place par exemple une salle spécifique, une file d'attente ou bien une installation de cloison à l'accueil des voyageurs, justement pour pas qu'ils stagnent tous à l'entrée de l'espace de vente. Une fois qu'on a fait tout, on a fait un REX, un retour d'expérience sur ces mesures, et derrière ça a permis d'apporter plusieurs préconisations pour pouvoir lancer le 2e espace de vente qui bénéficie de ces aménagements et qui est l'espace de vente de Lille. Donc qu'est-ce qu'on a fait en plus à Lille en fait? On a décidé de rajouter énormément d'absorbants sur les murs, car les murs à Montpellier n'étaient pas du tout traités. Donc là en fait on a rajouté des panneaux en aluminium aggloméré avec un coefficient d'absorption alpha de 0,95, ou alors de la toile blanche avec de l'absorbant, et là aussi encore une fois on a un coefficient qui est assez bon, qui est de l'ordre de 0,9. Au niveau du plafond, on n'a pas remis le même plafond qu'à Montpellier. Pourquoi? Parce qu'on voulait tester un 2e type de plafond pour apporter une alternative, surtout d'un point de vue économique, aux gares en fonction de leur budget. Donc là, on a mis un plafond qui était un petit peu moins cher, mais qui était quand même relativement efficace, avec des dalles, un vide d'air et de l'absorbant. Et pour la surface des murs, on a demandé à ce qu'il y ait au moins 20% de la surface murale de traité.
Donc là, on a la photo de l'espace, enfin, on a le diagramme de l'espace de vente de Lille. En fait, c'est le même concept exactement que Montpellier, sauf que là, en fait, vous n'avez qu'un seul accès. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a qu'une porte qui s'ouvre. Les entrées et les sorties des voyageurs se font par le même accès. Et on est sur un espace qui est toujours rectangulaire, mais qui est moins étendu, qui se rapproche plus d'une forme carrée. Donc, derrière, c'est pareil, vous avez l'animateur espace de vente qui est à l'entrée de l'espace, mais en fait, il n'est pas à côté des postes de vente. Donc, l'afflux des voyageurs et la stagnation des voyageurs au niveau de cette borne ne va pas perturber les vendeurs. Derrière, on a une zone d'attente qui est dans le fond et qui est beaucoup plus grande. Donc déjà, la zone d'attente, on l'a éloignée de l'espace de l'accueil des clients pour pouvoir faire deux zones les plus bruyantes, les plus espacées possibles. Et derrière, on a mis la préparation des billets départ du jour sur la droite, comme vous pouvez voir, et les préparations des voyages individuels au fond du local, parce qu'en fait, c'est souvent les départs différés vont concerner plutôt des populations qui veulent s'y prendre en avance ou qui n'ont pas forcément accès à Internet ou qui sont moins à l'aise avec ce genre d'outils, donc du coup qui veulent du calme et pouvoir bénéficier des conseils d'un vendeur. Au niveau de là, je vous ai mis quelques photos du coup de l'espace de vente de Lille. Donc on voit justement que l'espace est beaucoup plus grand. La géométrie a complètement changé. On est sur un espace qui est proche d'un carré, comme je vous disais, avec l'animateur d'espace de vente qu'on voit sur la photo en bas, qui va orienter le voyageur soit sur les départs différés, soit sur les départs de jour. Et on voit que la zone d'attente en haut à droite est beaucoup plus grande que celle qui avait été faite à Montpellier. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une charte justement SNCF pour la conception de ces espaces de vente. Et dans cette charte, donc, il y a différents pavés, ergonomie, éclairage, etc. Et l'acoustique est également un point primordial. On a déjà demandé à ce que les architectes ou les chefs de projet évitent les surfaces vitrées trop importantes. Et on leur a recommandé de faire des études acoustiques le plus tôt possible pour pouvoir anticiper les éventuels problèmes derrière. Donc plusieurs concepts sont proposés en fait en fonction de la typologie des gares et des budgets alloués, notamment vis-à-vis du plafond, j'y reviendrai après. Et on a identifié les principales sources de bruit qu'on avait pu avoir à Montpellier et à Lille, donc le bruit des voix entre les agents et les clients pour la privacité, le bruit des discussions dans la zone d'attente, les bruits extérieurs aussi quand les portes sont ouvertes puisque c'est des portes à détection, les rideaux d'air chaud, tout ce qui est borne habillée, le bruit de l'argent qui tombe dans les monnayeurs également, les pas, les roulettes, puisque forcément les gens ont des valises, puisque ils sont là pour voyager, les chaises sur les sols, et également le signal sonore de la gestion de la file d'attente. Ça paraît peut-être pas très fort quand vous l'entendez comme ça, quand vous allez acheter un billet, mais par expérience, en passant la journée complète dans l'espace de vente, je peux vous assurer que le bip, à la fin de la journée, vous en avez marre. Donc, dans cette charte aussi, on a décidé de mettre des critères acoustiques. Alors, vous allez me dire pourquoi vous mettez des critères acoustiques alors qu'il y en a déjà dans la norme. En fait, parce qu'on sait très bien que dans ce genre d'espace, on va avoir énormément de personnes et on va avoir du mal à respecter ces critères de la norme. Donc plutôt que de dire on ne respecte pas la norme et on ouvre à n'importe quoi, on a fixé des critères qui étaient un peu moins restrictifs que la norme, mais qui avaient plus de chances d'être respectés. Donc dans ces critères, on a mis un isolement acoustique vis-à-vis de l'extérieur, s'il y avait besoin, avec un DNTA de l'ordre de 30 dB. On a mis des niveaux d'équipement aussi inférieurs à 45 dBA. On a mis des niveaux de pression sonore en termes de LEQ 10 minutes inférieurs à 80 dans l'optique de respecter la réglementation au travail qui nous impose de faire en sorte que nos salariés n'aient pas plus de 80 dBA sur une journée de 8 heures. Et on a demandé aussi à ce qu'il y ait une surface minimale d'absorption équivalente, un quart de la surface au sol. Donc les solutions, on a également dans ce guide, on a également proposé plusieurs solutions. Utilisation d'un faux plafond acoustique, on verra après qu'on a proposé deux types de plafonds, utilisation de sol souple sur toute une partie ou au moins certains secteurs de la boutique et notamment des zones de moquette au niveau des zones d'attente, traiter les murs en partie courante, les murs des postes aussi, tout ce qu'on appelle BLS, les bornes libre-service. Donc vous avez vu tout à l'heure sur les photos, que ça soit à Lille ou à Montpellier, en fait on a essayé d'encastrer ces bornes à l'intérieur des murs en mettant des matériaux absorbants tout autour. Donc, isolation des façades vitrées par des stores ou alors des films acoustiques qui sont actuellement en test dans certaines gares SNCF. Et enfin, également, d'utiliser du mobilier, non pas comme à Montpellier, du mobilier lisse, mais du mobilier plutôt type bois perforé avec un absorbant à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, au niveau des faux plafonds, on a préconisé deux solutions. Une solution de base,
qui est un petit peu moins coûteuse, avec des dalles de 1200 par 600, et une solution haut de gamme, c'est la solution qu'on a testée à Montpellier, avec des lames de bois ajourées, une laine minérale et un plénum qui est un vide d'air en fait. Si jamais ces deux solutions ne sont pas praticables ou autres, il y a beaucoup de gares où on a des soucis, notamment parce qu'elles sont classées monuments historiques ou des choses comme ça, mais on peut proposer d'autres solutions avec des panneaux suspendus, comme on a vu dans la présentation précédente, nuages, baffles, etc. Au niveau du sol, la plupart du temps, on a des sols durs type béton et on essaye de préconiser des sols souples, en fait, de type A. Et au niveau des murs, donc deux solutions, soit des châssis en toile avec une laine minérale ou une mousse de mélamine, soit des murs de parement avec des perforations. Donc là, vous avez quelques photos des concepts qui se déploient de plus en plus dans plusieurs gares. Donc, que ça soit le mur en toile, les panneaux agglomérés sur les deux photos qu'on voit en bas, les panneaux gris là en fait. Donc là justement on voit que les bornes libre-service sont encastrées dans ces murs pour réduire la résonance de ces bornes déjà. Et en haut à droite vous avez certains films acoustiques qu'on est en train de tester dans certaines gares pour voir leur efficacité potentielle, parce que malgré notre recommandation de baisser les surfaces vitrées, on sait tous que l'architecte lui aime énormément les surfaces vitrées. Donc il y a beaucoup de gares qui bénéficient maintenant de ce type d'aménagement pour les espaces de vente. En région parisienne, Montparnasse, Paris-Nord, Gare de Lyon en bénéficient déjà. Et en province, Angoulême, Rennes, Avignon, Nice, Besançon, et même la gare de Nancy, puisque j'y suis passé ce matin et j'ai pu voir que l'espace de vente bénéficiait des aménagements qu'on peut voir sur les deux photos du bas, avec les moquettes un petit peu rouges pour les banquettes et les murs en panneaux agglomérés en alu. Pour finir la présentation, je passe sur un autre sujet qui est quand même lié à l'acoustique, mais ce coup-ci plus dans les open space. En fait, on va monter un partenariat avec la direction SNCF Réseau et la direction de l'immobilier pour pouvoir faire également un guide, comme on a fait pour les espaces de vente, mais là plutôt pour les directions ou pour les open space, dans lesquels on va préconiser aux gens d'utiliser forcément des cloisonnettes. Alors, cloisonnettes en position basse pour le vis-à-vis, mais avec un minimum de 1,40 m, comme ça a été dit justement dans la présentation d'avant, et également des cloisonnettes pour limiter les bruits de passage qui sont beaucoup plus rarement traités. Et enfin, on va leur préconiser de créer des espaces informels avec des espaces de réunion de 2 à 4 personnes en mode semi-ouvert, voire ouvert, et avec un mobilier convivial type salon, et également des espaces téléphoniques comme on peut voir sur la photo en bas à gauche. Je vous remercie. Michael Hernandez, merci pour ce propos très concret, très imagé, qui évoque un type d'open space particulier. On comprend aisément cette démarche qu'elle pourrait inspirer d'autres gares, comme c'est déjà le cas, et notamment aussi à Nancy. On va aller vérifier ça. En tout cas, vous avez plein de fans. Il y a plein de gens qui disent « Ah, je suis passé dans cette gare, à Montpellier par exemple, à Lille, et j'ai trouvé ça très bien. » Donc dans le chat, vous vérifierez vous-même. Voilà, autant le partager avec l'ensemble de notre public. Il y avait plusieurs questions, et je vais peut-être la résumer en un seul point qui dépasse un petit peu les questions de bruit. La SNCF réfléchit-elle au choix des matériaux employés dans ces espaces de vente dans une optique d'hygiène, de facilité de nettoyage et donc aussi de respect de mesures sanitaires? En fait, il y a les aspects acoustiques, mais il y a aussi tous les aspects RSE, qualité des produits, si on peut les réutiliser, etc. Ils réfléchissent effectivement à tout ça. Ouais. L'hygiène? Hygiène aussi. J'ai vu plusieurs fois ce mot passer, ouais, c'est que la plupart des matériaux. Et après avec alors pour la moquette justement, c'est la problématique de l'hygiène. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins, il n'y a pas beaucoup de moquettes. Mais pour les autres, oui, ils y réfléchissent. Ouais. Est-ce que vous avez un retour des utilisateurs, que nous sommes tous finalement, qui concerne ces nouveaux aménagements dans les gares? J'imagine que vous faites des enquêtes. Ouais. Alors il y a deux visions. Il y a la vision des clients, qui eux trouvent ça très bien, parce que c'est des espaces qui sont complètement ouverts. Si on prend les espaces de vente comme il pouvait y avoir en gare de Lyon-Pardieu avant, ça fait très bétail, quoi. Enfin, on est dans des files d'attente, on est à un guichet, voilà. Alors que là, c'est complètement ouvert, on peut se balader, c'est vraiment différent. Ça gênait un petit peu les salariés au début, parce qu'il y avait beaucoup plus de bruit. Par contre, comme je vous disais, ils sont gênés, mais ils ne savent pas trop par quoi. Souvent, c'est par l'affluence des voyageurs, ils se sentent plutôt oppressés qu'autre chose, en fait. Par contre, en termes de qualité sonore, ils se gênent pas tant que ça, ils se plaignent pas tant que ça, pardon, et trouvent que c'est beaucoup plus agréable en termes de conditions de travail, notamment le fait de pouvoir travailler. Alors ça n'a rien à voir avec l'acoustique, mais soit en position assise, soit en position debout, selon les préférences de chacun.